Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 71e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Merci de vous joindre à nous en ce lundi. Aujourd'hui, le sujet, c'est un choix du chef. Si vous n'êtes pas familier avec le choix du chef, dans le fond, c'est un show un peu différent de ce que je fais traditionnellement. C'est des sujets un peu plus courts sur lesquels j'aurais pas assez de matière pour faire un épisode complet, mais que j'aime partager. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à ceux qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée pour m'entendre parler de vente, de développement des affaires. J'espère que vous allez apprécier. On va tout de suite sauter dans le premier, dans le vif du sujet. J'ai le goût de vous parler des salons. La semaine dernière, c'était Stratégie PME. J'ai passé 2 jours sur le plancher, 2 jours directement dans le kiosque d'un client. Mais j'ai le goût de vous partager certaines choses que j'ai notées, certains points que j'ai qui m'ont frappé la semaine dernière. Premièrement, d'un point de vue d'exposant. Des petits trucs du métier, si vous faites des shows, si vous pensez faire des salons et que vous n'en avez jamais fait, pensez à porter des souliers très, très, très confortables. On est debout 7, 8, 10 heures. Ça vient difficile. Apporter de l'eau, beaucoup d'eau. Vous allez parler, vous allez être debout, il y a du tapis, vous allez avoir chaud, ça prend de l'eau. Peut-être aussi des menthes ou de la gomme, parce que ça se peut que vous ayez besoin de vous rafraîchir la laine. Euh, une de mes choses, et les gars de Sven avec qui j'étais la semaine dernière vont vous le dire, on ne s'assoit pas pendant un show. Vous devez être debout, souriant, prêt à accueillir les gens à tout moment. Faut pas être dans le fond du kiosque. Soyez à l'avant et soyez même dans le trafic. Je leur disais à la blague que s'ils étaient assis dans le kiosque, ils étaient sur le banc et que la game se passait sur la glace en avant du kiosque. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de belles conversations. Et là, vous allez échanger avec des gens, vous allez parler avec des clients potentiels ou des gens qui démontrent un intérêt envers votre produit, envers votre service. Ils vont vous demander votre carte. Vous allez d'emblée leur donner, vous allez être bien heureux de ça, puis vous allez vous dire, hey, c'est cool, il y a quelqu'un qui a ma carte dans ses poches. Par contre, vous venez de tomber dans le siège du passager et c'est pas ça qu'il faut faire. La personne qui vous demande sa carte, qui vous demande votre carte, vous lui demandez sa carte en retour immédiatement parce que vous voulez rester dans le siège du conducteur. C'est primordial. Si cette personne-là n'a pas de carte sur lui ou sur elle, ben vous avez un téléphone et vous avez LinkedIn. Vous connectez directement, soit par le code QR qu'il y a dans l'application, soit en faisant une recherche, mais vous connectez là directement pour être sûr que vous puissiez garder contact avec cette personne-là. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est les fameux tirages. Vous ramassez des courriers, des adresses courriels que vous pouvez réutiliser dans le futur. Si on regarde d'un point de vue de visiteur, je vous dirais qu'il y a certaines choses à faire quand on veut avoir un bon salon, quand on veut connaître du succès dans un salon, quand on veut maximiser notre retour sur notre investissement, parce que, veut pas, il y a un investissement quand on participe à un salon, quand on va visiter un salon. Vous devez commencer par vous préparer. Donc, identifier les conférences auxquelles vous voulez assister, les breakout rooms. Identifier aussi les entreprises, les kiosques que vous souhaitez visiter. Planifier peut-être un itinéraire dans le salon pour maximiser vos chances. Encore là, n'oubliez pas de prendre de l'eau parce que vous allez marcher, vous allez parler, les journées peuvent passer rapidement. Donc, il y a aussi de réfléchir à combien de temps vous allez passer là. Est-ce que vous avez besoin de passer une demi-journée, une journée, 2 jours? Il y a certains salons qui s'étirent sur 3, 4, 5 jours. Quelles sont les meilleures journées pour vous? Parce que, comme je le disais tantôt, il y a un retour sur l'investissement. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Puis, est-ce que le temps que vous passez là est le mieux investi ou est-ce que vous devez peut-être voir comment vous pourriez réorganiser votre temps? Le deuxième sujet dont je veux parler, ben, ça découle un petit peu de ma visite au salon. Il y a des gens qui me connaissent
qui m'ont un peu taquiné parce que j'ai un amour des pickles. J'aime beaucoup les cornichons, mais j'ai développé, il y a de ça plusieurs années, un indice cornichon. Puis je vous explique de où ça vient. Je mets une bannière pour ceux qui le regardent, là, le vidéo est sur YouTube, ça s'appelle Give Them the Pickle, euh, qui est un vidéo que j'ai écouté il y a peut-être une vingtaine d'années, si c'est pas plus que ça. Et déjà à ce moment-là, ça datait de plusieurs années. Pour ceux qui sont en audio, je vais mettre le lien vers le vidéo dans les commentaires, dans les informations du show. Dans le fond, l'idée derrière Give Them the Pickle, c'est un restaurateur qui explique que son client lui écrit puis il lui dit qu'il ne le sera plus client là parce que une employée, une serveuse, a voulu lui charger un extra pour des cornichons. Et là, le propriétaire est complètement flabbergasté à dire: Je suis en train de perdre un client qui vient ici à toutes les semaines pour 75 cents, c'est ridicule. Donc, il a rattrapé la situation. Mon indice cornichon, c'est un peu ça. C'est de réfléchir à: est-ce que je suis en train de perdre un client pour une niaiserie, pour quelque chose qui vaut pas grand-chose? On s'entend, un cornichon, on peut aller au Costco ce matin ou au Walmart ou peu importe où vous achetez vos cornichons, d'acheter un gros bocal, puis ça ne coûtera pratiquement rien. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre un client pour quelque chose de 75 sous, de 1 dollar, peu importe? Prenez le temps de réfléchir à ces choses-là. Prenez le temps de définir un petit peu c'est quoi vos barèmes. Parce que acquérir un client, un nouveau client, il y a un coût qui se rattache à ça. Garder un client, c'est beaucoup plus facile. Aller chercher un nouveau client qui va venir dans votre restaurant, dans votre magasin, dans votre entreprise à toutes les semaines, ça va vous coûter peut-être un 300-400 $. Le garder vous coûte 75 cents. Ben, c'est exactement ça mon indice cornichon. L'autre point dont je veux vous parler, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, le mois de novembre est le mois de l'économie sociale. L'économie sociale, c'est quoi? En fait, j'ai découvert ça cette année. Au début de l'année, j'ai un client qui s'est présenté et je ne comprenais pas nécessairement son modèle d'affaires. Il me dit: on est une coop. On est 5 co-actionnaires. On a chacun des parts égales. Il y a pas... Donc, moi, je suis habitué dans l'entreprise privée où est-ce qu'il y a des investisseurs, soit que l'entreprise est à la bourse, soit qu'il y a des gens qui sont propriétaires de l'entreprise. Et là, c'est le groupe qui est les propriétaires de cette entreprise-là. Donc, je me suis intéressé un petit peu à ça. Puis, des fois, on se pose la question, tu sais, entreprise, économie sociale, est-ce que c'est réellement une entreprise? Ben oui, le mot important dans tout ça, c'est le mot entreprise. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de croiser dans un événement de réseautage Loïc de la Tresca, donc la table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches, et Luc Savard, qui est au pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale, et qui lui couvre de Charlevoix à Port-Neuf. Là, je vous dis qu'il y a quand même un bon territoire. Puis on a eu des belles discussions sur l'économie sociale, sur l'impact que ça a dans nos communautés. Loïc me disait d'ailleurs que plusieurs des entreprises qu'on fréquente sont des entreprises d'économie sociale sans qu'on le sache. Il y a beaucoup de salles de spectacle qui sont des entreprises d'économie sociale. Il y a beaucoup de terrains de camping qui sont des entreprises d'économie sociale. Si on regarde dans Chaudière-Appalaches, c'est 650 entreprises qui sont d'économie sociale. Il y a 460 OBNL et 190 coop. C'est 15,2 milliards de dollars de revenus annuels. Bon, là-dessus, on va s'entendre. Dans Chaudière-Appalaches, il y a la plus grosse entreprise d'économie sociale au Québec, une entreprise que vous connaissez peut-être qui se nomme Desjardins. C'est sûr que ça vient modifier un peu les chiffres, mais ça demeure que c'est quand même impressionnant. Dans la province au complet, c'est 11 200 entreprises qui sont comme ça. C'est 47 milliards de dollars par année d'économie sociale. C'est 220 000 salariés. Fait que vous voyez, c'est quand même une partie importante de l'économie. Puis, bon, moi, je suis basé dans la capitale nationale, dans la région de Québec, donc je suis allé voir qu'est-ce qui existait dans les choses. Ben, il y a la Barberie, qui est une microbrasserie dans le quartier Saint-Roch, qui existe depuis une vingtaine d'années, c'est pas plus, qui est de ce modèle-là.
Une autre microbrasserie, les Grands Bois, à Saint-Casimir, dans Port-Neuf, qui est de ce côté-là. L'école de cirque dans Limoilou, qui est une entreprise d'économie sociale. Et finalement, il y a La Ruche. La Ruche, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de sociofinancement qui permet d'aller chercher du financement pour un projet donné. Présentement, moi, comme vous le savez, je suis président du conseil d'administration de l'École du milieu de Lévis. On a une campagne qui roule là-dessus. Vous avez peut-être d'ailleurs entendu certains de nos clips ou de notre visibilité avec nos ambassadeurs. Stéphane Dupont, Jonathan Trudeau, Marielle Lumineau de la Chambre de commerce. On a plusieurs ambassadeurs comme ça, mais on a une campagne qui roule. Et la semaine dernière, je lisais, en fait, sur mon Facebook, j'ai vu passer quelque chose. Je voulais vous en parler. J'ai une cousine qui est optométriste dans la région de Montréal, sur le plateau. Qui s'appelle UV, son entreprise s'appelle UV. Et elle a présentement un projet sur la ruche. J'ai mis le lien en- voyons, excusez-moi, là, sur l'écran. Je viens de le mettre aussi dans les commentaires et j'irai vous le partager dans les notes du show. Mais c'est pour offrir des examens de la vue à 75 personnes du quartier Saint-Michel à Montréal. Donc, si c'est quelque chose qui vous touche, si vous êtes dans ce coin-là, je vous invite à aller connecter avec elle, à aller lui donner un peu de son support. C'est UV Larouche si vous voulez voir ça. On continue. J'ai le goût de vous parler des matrices parce que c'est des choses qui sont apparues dans mes dernières semaines au niveau de la gestion des priorités. Euh, la matrice Eisenhower, je ne sais pas si vous connaissez, Dwight Eisenhower, qui a été président des États-Unis dans les années 50, a été précédemment à ça général de l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il a été aussi responsable de la reconstruction de l'Europe, donc suite à la guerre. Vous imaginez que le gars était quand même assez occupé à rebâtir un continent complet après une guerre dévastatrice comme la Deuxième Guerre mondiale. Ça prend une certaine structure, ça prend une méthodologie. Il faut être capable de décider qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on délègue, et ainsi de suite. Donc, le fameux urgent, vous avez déjà vu les deux axes, l'urgence et l'importance. Ben, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc, ce qui n'est pas urgent, pas important, on s'en occupe pas, on laisse aller. Ce qui est urgent, pas important, on le délègue. Ce qui est pas urgent, important, on le planifie, on le prépare. Et ce qui est urgent et important, on le fait immédiatement. Ça peut vous aider à mieux distribuer à mieux planifier vos priorités, à mieux comprendre ce que vous avez à faire dans une journée, dans une semaine, dans un mois pour atteindre vos objectifs. Il y a aussi le fameux FFOM, ou en anglais le SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace, ou Strength, Weakness, Opportunity and Threats. Dans le fond, ce que vous faites, c'est un peu le même genre de principe. Vous devez penser, peu importe le projet, ça peut être interne à votre entreprise, à vous comme personne, puis ça peut être vis-à-vis un compétiteur ou vis-à-vis une autre personne. Ben, vous trouvez c'est quoi c'est les forces, c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les opportunités et c'est quoi les menaces. Donc, il y a des choses qui sont internes, il y a des choses qui sont externes là-dedans. On continue. Je vous l'ai dit, c'est un peu différent de ce que j'ai d'habitude. C'est des plus petits sujets, moins longs un petit peu. Mais j'ai le goût de vous parler de l'effet Pygmalion ce matin. Pygmalion, c'est quoi? C'est selon la mythologie grecque, c'est un sculpteur très très doué qui était un peu, comment dire, malheureux en amour et qui a sculpté pendant des années son idéal féminin. euh, Suite à l'intervention des dieux, je me souviens plus, là, je crois que c'est Vénus qui a donné vie. Il est tombé en amour. Ben, euh, Pygmalion, l'effet Pygmalion, en fait, c'est une recherche qui a été faite quelque part dans les années 60-68 pour être exact, où deux chercheurs ont transmis de l'information à des professeurs, comme quoi il y avait certains de leurs élèves qui étaient hyper doués et certains de leurs élèves qui étaient beaucoup, beaucoup moins doués et
qui avaient certains problèmes d'apprentissage. Ce qui était complètement faux, mais parce qu'ils croyaient que les élèves qui avaient été identifiés comme étant ayant une certaine douance, ben, ces élèves-là performaient mieux, peu importe leur quotient intellectuel, peu importe leurs habiletés réelles, alors que l'autre groupe performait beaucoup moins bien. Donc, il y a ce qu'on va appeler les comment dire, la prophétie auto qui va se remplir. Donc, si vous dites que vous allez réussir un projet, ben, il y a des grosses chances que le projet réussisse. Et si vous n'y croyez pas, ben, le projet risque de planter. Ce que je veux vous amener là, c'est qu'on vit tous une certaine zone de turbulence. L'économie, la business, c'est plus. Il y a beaucoup de up and down présentement. Ben, de garder ça en tête et de ne pas perdre confiance. Parce que si vous êtes en train de vous dire je vais perdre ce contrat-là, les chances sont que vous allez faire de façon inconsciente des actions qui vont vous faire perdre le contrat. À l'inverse, si vous croyez que vous allez garder un contrat ou que vous allez le gagner, ben votre inconscient va faire les bonnes actions pour aller s'en occuper, pour le garder. Je vais juste relire mes notes parce que c'est un sujet que je connais, ben, que j'ai moins utilisé dans les dernières années, mais je vous inviterai, vous pouvez aller lire sur Wikipédia sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est quand même assez intéressant. Le dernier point dont je veux vous parler ce matin, vous le savez, ben en fait, si vous m'écoutez en direct ou vous m'écoutez dans la semaine du 20 novembre, au Canada, c'est le vendredi fou, le fameux Black Friday qui s'en vient vendredi prochain. Vous allez peut-être avoir à faire des achats. Ça vaut la peine de prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez besoin réellement, que ce soit pour vous et ou pour votre entreprise. Mais si vous êtes comme moi, si vous êtes comme un paquet d'autres gens, vous allez utiliser Amazon pour faire vos recherches ou en fait probablement pour acheter certains trucs. Il y a un site web qui vous permet de vérifier que vous payez le juste prix, que la personne ou l'entreprise de laquelle vous achetez un produit n'a pas fait de l'inflation ou pas gonflé ses prix pour vous sembler vous donner un meilleur escompte. Le site web s'appelle Camel, donc comme chameau, mais en anglais, .ca. Vous rentrez votre produit là-dedans et ça va vous donner un graphique pour savoir est-ce que vous avez réellement un meilleur prix ou est-ce que il y a 3 semaines, ce produit-là se vendait le même prix. Le prix a été augmenté en prévision. Donc, c'est un bel outil pour vous protéger un petit peu de ce côté-là. Dernière chose, moi je vais avoir une offre à vous à partager plus tard cette semaine, justement pour le Black Friday, en lien avec de la formation, un programme de formation que je vais lancer, un prix très intéressant, un bel escompte par rapport au prix unitaire, donc je vais le faire en bundle. Vous le verrez passer plus tard cette semaine. C'est ce que j'avais pour vous en ce beau lundi matin. Je vais prendre un moment plus tard dans la journée pour répondre à vos questions, vos commentaires. Mais si jamais vous aviez quelque chose que vous vouliez partager avec moi en privé, que ce soit des questions, commentaires, insultes ou injures, vous pouvez le faire à info@nomisco.ca. Je vous invite à partager pour le show si vous avez apprécié. C'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google, sur YouTube aussi. Donc, les gens qui ne peuvent pas l'écouter en direct peuvent aller le réécouter à ce moment-là. Je vous souhaite une belle semaine, des belles ventes, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du Meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.